Vous essayez, Jean-Luc Weintraub, vous essayez de nous expliquer que la notion de guérison n'a pas la même signification qu'en médecine traditionnelle. Oui, parce que si vous voulez, J'ai du mal à suivre. un médecin, il a été formé d'une certaine façon. Il décrit une pathologie. Lui, de toute façon, il est dans une logique, je suis là pour réduire les souffrances. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs dans les thérapies alternatives. Mais on ne fait pas de la même façon. À l'extrême limite, il ne va pas s'occuper du terrain de la personne, ou très accessoirement. Il va chercher au travers de produits, il a une pathologie, à lutter contre la pathologie. C'est un peu l'allopathie. C'est l'allopathie. C'est le principe de lutter contre la pathologie. J'ai lutté contre la pathologie, j'ai réussi à réduire le symptôme à zéro, donc je pars du principe que j'ai guéri la personne. Donc vous serez plutôt dans l'homéopathie, quelque part? Plutôt dans la naturopathie. Bon d'accord, la naturopathie, voilà. d'accord. Mais l'homéopathie étant une forme particulière. Donc essayons de comprendre ce que c'est que parce que moi j'ai jamais très bien compris. Alors, donc ce champ de la naturopathie dans lequel vous vous inscrivez quelque part. Oui, à l'origine je suis naturopathe. Ah oui d'accord, donc, voilà. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui distingue, quel est le mal rendu, qu'est-ce qui distingue la façon dont le naturopathe travaille je suppose qu'il va travailler sur la totalité de la personne, je ne sais pas. Il va chercher un naturopathe. Premièrement, là, on est dans une démarche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire la globalité. Voilà. Le naturopathe, de manière réductionnelle, il va se situer aussi dans une forme holistique des choses, mais un peu réductionnelle. Il va s'intéresser au terrain. Et il va chercher, au travers d'un certain nombre d'outils, des produits et autres, il va chercher à rétablir un certain nombre de paramètres de manière à ce que la personne retrouve ce qu'on appelle le potentiel homéostasique de santé. Un équilibre intérieur. C'est-à-dire retrouver les moyens de s'autogérer. Oui, voilà. De se réparer même. Voilà, et de s'auto-réparer. Voilà. Bon. La médecine traditionnelle, c'est pas dans ce référentiel qu'elle se situe. Elle ne regardera pas le terrain nécessairement de la personne. Elle va regarder, j'ai une pathologie, et elle va envoyer une information via un produit, via un protocole donné pour éradiquer la pathologie. Point final. Je caricature, mais globalement c'est ça. Donc on est dans une forme de traitement aigu ou si-aigu des choses et de symptomatique. Je réduis le symptôme, la manifestation de la pathologie, je réduis cette manifestation, je l'éradique, j'ai soigné, j'ai guéri mon malade. Voilà, ça c'est la version médicale. Dans ces versions-là, on n'est pas du tout dans ça. Oui. En naturopathie, on dit même autre chose. On dit que si vous réduisez le symptôme sans faire autre chose, sans adresser les causes, c'est pire. Ça peut être pire, ça veut dire que vous pouvez à terme aggraver la pathologie. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, donc... Mais au bout du compte, la guérison est là quand même. Le symptôme va être évacué par un autre biais. D'un point de vue quantique, la guérison n'a pas de sens. Ah, comment devrait-on dire alors? On devrait dire que la personne est mise dans un processus de guérison, est installée dans un processus de guérison. Parce qu'on est dans un mouvement. Dans la physique quantique, il n'y a rien de fixe. Il y a de la discontinuité, mais il n'y a rien de fixe. On est dans un mouvement. Son processus est reparti. On est dans un processus. Comme on dit à quelqu'un aujourd'hui, son processus vital est arrêté ou pas quoi. Voilà, parce que si vous prenez par exemple une radio, faites une radio à quelqu'un, c'est une image de la personne réduite, parce que vous ne pouvez pas à travers une image dire c'est la personne. D'accord? Vous faites la même radio peut-être quelques secondes après, elle sera légèrement modifiée, c'est plus la même personne. Ah oui. Donc en fait, voilà, donc la radio va travailler sur une image qui est du passé. Oui, forcément. Voilà. Tout comme tout ce que nous écrivons est passé par rapport à ce que nous disons. Donc on va traiter une personne sur des éléments passés qui ne sont plus elle. Oui. Donc là, effectivement, l'être humain est capable de se guérir, de se réparer. J'en parle. Vous vous blessez au genou, à la limite, ça peut se réparer tout seul, il n'y a pas besoin d'intervenir. Le corps va lui-même trouver des modes de réparation. Il faut qu'on l'aide. Comment? Mais moi, il travaille, ça lui fait de la publicité.
Non, mais moi, tout ça, ça va le faire connaître. Là, il va devenir très connu grâce à moi. Donc, à un moment donné, si vous avez un problème articulaire, il faut regarder, il y a plusieurs manières d'apprécier les choses. Soit c'est un amoncellement de choses, et alors avec ce genre de technique, on peut réduire les différents cercles qui se sont amoncelés et qui ont créé, si vous voulez, ce problème articulaire. Une sorte de psychanalyse du corps, en quelque sorte, une façon de remonter aux sources. Voilà, on réduit, si vous voulez, les chocs traumatiques. Oui, voilà. D'ailleurs, le mot traumatique voilà. est un mot qu'on emploie en psychanalyse. Alors, ou bien, il y a à ce moment-là des informations très fortes, des grands blocages ou des conflits qu'il faut lever. Et là, on peut utiliser d'autres techniques, si vous voulez, de mémoire cellulaire pour vider, si vous voulez, le contenu cellulaire d'un certain nombre des mémoires qui sont trop traumatiques et trop fixantes. Alors, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous vous intéressez aux chakras? Oui, les chakras aussi, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous brancher un peu sur les chakras? Parce que votre ami s'intéresse aux chakras, je vois que vous avez des choses. Donc, les chakras, qu'est-ce que c'est que les chakras? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous en parlez? Les chakras, pour moi, j'ai différents dans ce type de matériel que j'utilise dans le feedback. J'utilise effectivement la régulation l'harmonisation des chakras, comme j'utilise également l'harmonisation des méridiens. Alors, les chakras, ça relève de quel univers, de quel monde? C'est le monde d'en haut, le monde d'en bas, c'est le. Enfin, je veux dire, c'est. Non, les chakras, ce sont ce qu'on appelle, chakra, ça veut dire roue d'énergie. Oui, je sais, oui. Bon, donc ce sont à un moment donné des choses qui sont corrélées, qu'on peut corréler à certains méridiens aussi d'ailleurs, de fonctionnement, et qu'on peut corréler à certaines glandes. Voilà. Donc tous ces systèmes fonctionnent de manière interreliée. Voilà. Donc les chakras, vous pouvez réactiver via les chakras des circuits énergétiques qui étaient bloqués. Oui. Vous pouvez également le faire par des méridiens. Oui, c'est la plus concrète. La roue étant un axe d'entrée, les méridiens en étant un autre. Mais ma question c'était quelle est la nature des chakras? Est-ce que quand parler des chakras, c'est pas vraiment l'anatomie au sens strict du terme? Ce sont des vortex énergétiques. Voilà. Donc on est déjà sur un autre plan. Voilà. Oui. On est sur des vortex énergétiques. Ce sont des éléments de captation énergétique, de transformation énergétique qui permettent de convertir de l'énergie et puis après, effectivement, de pouvoir, si vous voulez, les inscrire dans la matière, dans le fonctionnement, si vous voulez, physiologique. Jean-Marie dit que je dois arrêter parce que ça va vous empêcher de travailler. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut continuer? Je ne sais pas. Voilà, moi, je ne pose pas ce genre de questions. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On va encore parler quelques minutes parce qu'on arrive quand même. Je trouve que on a une conversation qui est intéressante. Ce serait dommage de l'interrompre. Donc, non, parce que tout au début, quand vous m'avez parlé de votre étude, vous n'avez pas employé le mot chakra. Mais le mot chakra, c'est un bon exemple justement de cette captation quelque part. C'est un outil de captation, non? Oui, mais pour moi, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, tout est hologrammique. On peut faire des corrélations qui fonctionnent. Moi, je parle d'un point de vue thérapeutique. En fonctionnant, on peut soigner les gens en intervenant par exemple que sur les chakras. Oui. C'est un peu limitatif, mais on peut le faire. Voilà. Vous avez les acupuncteurs chinois qui travaillent sur les méridiens. Oui. Voilà, on peut le faire, ça fonctionne. Mais c'est pas ce que vous faites. Mais moi j'utilise tout. Oui. C'est-à-dire, mais de manière informationnelle. Alors est-ce qu'on peut revoir un petit peu? Je ne sais pas où. Bon, d'accord. Parce que ça nous prend trop de temps. Non, je dis ça pour vous. Mais disons que j'ai des modules où je peux intervenir, mais de manière informationnelle et non pas de manière physique. Et je vais agir sur le corps quantique qui lui va avoir un impact sur le corps physique. L'ensemble des corps. Oui. Donc, simplement, c'est fait de manière informationnelle. Alors, à votre avis, ces chakras, je vais poser une question encore idiote, comme d'habitude, est-ce que ces chakras, comment est-ce que les animaux aussi sont dotés de chakras ou est-ce que c'est un don que nous avons nous? Non, les animaux aussi ont des chakras. Donc, les chakras, c'est une sorte de condition inhérente à tout être vivant ou... Voilà. Et c'est ce qui... L'existence même du chakra montre bien qu'il y a des processus. À un moment donné, il y a forcément... Le chakra, c'est une roue d'énergie, c'est un vortex. Mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un vortex. Un vortex, c'est, on va dire, un tourbillon. Oui, voilà. D'accord. Oui. Qui tourne et qui, du coup, qui a un appel énergétique. Bon, alors, on ne va pas trop rentrer dans la dimension du vortex, mais effectivement, tout être vivant, effectivement, est alimenté par ce genre de canal. Donc, effectivement, ça nous permet d'être en connexion avec une dimension énergético-informationnelle. Voilà, c'est ça. Il y a cette captation qui se fait, puis cette conversion.
Vous avez la même notion, si vous voulez, au travers des méridiens. Vous avez trois types de méridiens. Vous avez voilà. Allez-y. Vous avez les méridiens qui sont des méridiens orientés vers la captation de l'information extérieure. Les deuxièmes qui sont là pour convertir et les troisièmes pour alimenter. Voilà. Donc, vous voyez, on a différents systèmes. Voilà, c'est ça. Et les chakras correspondent à un autre système d'alimentation. Ah oui, d'accord, oui. Et vous pouvez intervenir sur les différents systèmes d'alimentation pour pouvoir installer ou favoriser un état de guérison. Les déséquilibres peuvent être au niveau des chakras, peuvent être au niveau des méridiens, peuvent être... Alors, donc encore une question qui me vient à l'esprit en discutant avec vous. Donc comment procédez-vous pour quel genre de conseils, quel genre de traitement mettez-vous en place quand une personne vous demande de l'aider? Enfin, je ne sais pas. Mais déjà, là, j'ai une lecture des paramètres qui sont spécifiques à la personne. D'accord, mais à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, on dégage des susceptibilités, Oui. donc des prédispositions auxquelles on va apporter une correction. D'accord. C'est-à-dire, de la même manière, on a va apporter capté une information. C'est vous qui allez apporter une correction? Il y a le matériel. Ah, le matériel est capable d'intervenir. Voilà, on peut intervenir au même titre qu'on a une onde, on envoie une contre-onde. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi de l'interrompre, est-ce que ça veut dire que les gens, nous pouvons le faire nous-mêmes sans le savoir en fait? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on intervienne et d'autres chez qui ça se fait naturellement. Oui, si vous Parce que tout le monde n'est pas obligé de passer par vous pour se guérir. Si vous voulez, premièrement, chaque individu est particulier. Mais effectivement, si vous avez un très haut niveau de conscience, par exemple, Voilà. plus vous avez un niveau de conscience élevé, vibratoirement, et plus vous êtes susceptible d'intervenir à un certain niveau pour régler un certain nombre de problèmes. Vous pouvez gérer vous-même vos problèmes en fin de compte. Théoriquement. Votre subconscient est fiable. Maintenant, s'il y a des faiblesses, il va falloir intervenir. Voilà. Donc finalement, on peut dire que la grande majorité des gens, alors soit ils sont dans un état problématique et ils n'interviennent pas, soit ils n'ont pas de problème. À votre avis? La plupart des gens, ils s'imaginent qu'ils n'ont pas de problème, ils ont des problèmes quand même. Vous savez que c'est le film qui vient de sortir, là, Knock, le docteur Knock. Oui. Tout malade et tout bien portant est un malade qui s'ignore. Voilà. C'est un peu ça. Mais disons qu'on peut aussi le voir comme ça. En même temps, on ne doit pas non plus être passé par la phase excessive et hypochondriaque, considérant qu'on est dans les excès. Bon. Vous pensez que finalement, enfin, en votre âme et conscience, vous pensez que beaucoup de gens feraient bien quand même de faire ce genre d'examen? Ce serait bien pour eux? Même s'ils n'ont pas de symptômes particulièrement inquiétants. Non, mais si vous voulez, là, si vous voulez, la dimension de santé est une dimension à géométrie variable. Oui. Vous avez la santé de base, vous dites j'ai pas mal, j'ai pas de douleur apparente, donc je vais bien. Après, vous avez des niveaux de qualité de santé qui montent en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si on n'est pas capable de courir 100 mètres, c'est qu'on n'est pas en très bonne santé, même si on peut marcher normalement. Voilà. Un grand sportif, il ne va pas avoir la même conception de la santé, par exemple, qu'un grabataire, quelqu'un qui est grabataire. La personne qui marche comme ça, on se dit c'est normal, ça va, alors qu'elle ne va pas assez loin dans son exigence par rapport à elle-même. Après, on peut avoir une notion de la santé qui peut être plus une matière évolutive, c'est-à-dire vers augmenter ses capacités de captation extrasensorielle, par exemple. On peut vouloir aller cela. On peut favoriser ce genre d'état pour augmenter nos capacités. Donc c'est là où on voit où le champ est extrêmement large. On peut dire par exemple, Lune Weitrop, que quelqu'un qui se sent un peu médiocre, assez limité, peut se dire bon, j'arrive à vivre comme ça, mais ces limites même sont un symptôme que quelque chose ne va pas. Je pourrais, normalement, un être humain devrait aller plus loin, plus haut. C'est déjà 5. Parce qu'en fait, comme vous dites, la notion de, vous dites vous-même, au fond, la notion de santé, elle est très relative. Quelqu'un peut, si on considère qu'un être humain doit être créatif, par exemple, et que la personne n'est pas créative, elle doit se dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Est-ce que la créativité est un état normal qu'il faudrait poursuivre, ou est-ce que c'est qu'exceptionnel, par exemple? On a tous un certain nombre de qualités de manière latente. Après, on a des rayons d'action qui sont propres à chaque individu, donc dans lesquels on excelle plus particulièrement. Donc, on a théoriquement tout, effectivement, en base. Il y a des gens qui sont capables de développer ça de manière très importante et d'autres beaucoup moins. Donc, il faut plutôt voir les choses comme ça que de manière
dans un jugement. Alors par exemple, je vais vous poser une question qui va peut-être vous surprendre. Est-ce qu'à votre avis, les femmes auraient plus besoin d'une aide à s'épanouir que les hommes, par exemple? Vu qu'elles se plaignent souvent qu'on ne les laisse pas donner le maximum d'elles-mêmes, etc. Est-ce que votre intervention ne serait pas plus heureuse, plus utile pour les femmes qui ont plus le problème d'une espèce de plafonnement dans leur faculté d'expression, de création? Disons que au nom de l'évolution, un peu forcée, alors après tout ça c'est sujet à interprétation, on peut ne pas être d'accord, là on entre dans une certaine forme de jugement. Oui. On constate maintenant en Occident une inversion des rapports. Oui. Des rapports hommes-femmes qui sont totalement inversés. Pouvez-vous préciser cette inversion? Vous avez des femmes qui sont devenues très masculines, oui. Des hommes qui sont devenus très féminins, oui. Développement de l'homosexualité dans des proportions très importantes. Alors on va vous dire, avant il y avait des homosexuels, mais peut-être pas autant que maintenant. Oui. Donc il y a... là, je dis des choses qui ne sont pas politiquement correctes au sens de la ligne qui est actuellement défendue. Mais bon... on peut quand même être légitimement s'interroger. Donc, les problèmes de la thyroïde, par exemple, de la femme, c'est lié à un problème d'identification. Elle a de plus en plus de mal face aux demandes qui lui sont instantes, qui lui sont faites pour s'émanciper, entre guillemets. La pression, ça se traduit effectivement par des problèmes de thyroïde. Oui. L'homme a, par exemple, plus des problèmes de prostate. Ce qui veut dire quoi? Plus c'est lié à des problèmes de... Non mais pourquoi est-ce qu'il aurait plus de problèmes de prostate? Donc là, vous dites que la thyroïde c'est lié à la pression, quels sont les problèmes des hommes qui auraient une valeur au mieux, comment dirais-je, psychosomatique? Il y a une autre dimension qui existe, et on a des prédispositions qui sont plus particulières et qui restent malgré tout sexuées quand même. Oui. Voilà. Oui, je crois bien. Donc l'homme, la femme sur le plan énergétique a aussi une prostate. Oui, ah oui, d'accord. Voilà. Mais si vous voulez, l'homme a une prostate physique, la femme n'a pas de prostate. Donc la prostate, voilà. Le fait que les hommes aient parfois des risques au niveau de la prostate, c'est lié à leur fonctionnement, c'est lié à leur mentalité, c'est lié à leur cérébralité. Si vous voulez, tout est lié, enfin il y a des liaisons à tous les niveaux. Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'à partir de 40-45 ans, entre 45 et 50 ans, vous avez près de 70% des hommes qui ont un problème avec la prostate. Oui. C'est énorme. Oui. Ça ne peut pas être lié à des phénomènes tout à fait anodins. Mais ils travaillent. Mais si, ils travaillent. Bon, alors effectivement, mais qu'est-ce que c'est avoir des... Par exemple, c'est pas forcément des problèmes graves de prostate. Les femmes, c'est la thyroïde, les hommes, c'est la prostate. Oui, d'accord. Voilà. 80% des femmes ont des problèmes de thyroïde, et 80% des hommes, grosso modo, ont des problèmes de prostate. Alors la prostate, je sais à peu près ce que c'est. Et la thyroïde, qu'est-ce que c'est d'avoir des problèmes de thyroïde? Ça se manifeste comment? La thyroïde, elles ont des problèmes elles grossissent, qu'est-ce que c'est la thyroïde? Si vous êtes en hypothyroïdie, vous avez effectivement des problèmes, vous allez apparaître comme grossissant parce que la thyroïde c'est la glande de l'activité, etc. Donc si vous rentrez, elles sont soumises à beaucoup de stress, elles ont tendance à rentrer en hypothyroïdie, en hypofonctionnement parce qu'il y a et donc elles gonflent, c'est ça? Et donc l'hypothyroïdie, ça peut se traduire par un gonflement, effectivement par... comment dirais-je, par des gens qui sont plutôt enveloppés. Et dans les deux cas, ça peut déboucher sur des types de cancers? Cancer de la prostate, cancer des seins, je sais pas. Des cancers ou des maladies dégénératives. Bon, vous avez la maladie de Hashimoto au niveau de la thyroïde, pour des problèmes d'identité aussi, puisque c'est une maladie auto-immune. Et vous avez le cancer de la prostate de la même façon. Enfin, oui. Et quand vous dites que les hommes à partir de 40-45 ans, ils ont des problèmes de prostate, quelles sont les... Vous avez une question un peu naïve, mais quelles sont les premières indications d'un dysfonctionnement de la prostate? C'est des problèmes de miction, c'est-à-dire des besoins d'uriner en permanence qui sont difficilement contrôlables. Alors après, il peut y avoir des éléments émotionnels, c'est multifactoriel tout ça, mais il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas évacuer comme ça d'un revers de main, c'est la féminisation des espèces, oui. Et notamment des espèces animales et humaines, dont on ne parle jamais.
Ouais. dans les médias. Bon, ben voilà, vous en avez parlé. Voilà, j'en ai parlé, c'est un sujet qui est politiquement incorrect. Donc on n'a Oui. pas le droit d'en parler. C'est bien connu dans les milieux alternatifs, de thérapie alternative, mais dans Mais la en quoi ça doxa gêne- officielle, en quoi ça gêne on n'en parle pas. En quoi ça gêne d'en parler? En quoi ça gêne de parler? Ça gêne au niveau idéologique, ça gêne Voilà, à quel ça niveau? gêne au niveau idéologique. Ça montre que les gens ne sont pas Attendez, pareils. ça, c'est pas à moi qu'il faut répondre. Non, mais je veux on dire que- constate qu'effectivement, moi je constate, si vous voulez, qu'on en parle pour ainsi dire pas. Que par exemple, il y a une féminisation des espèces animales, on en parle pour ainsi dire jamais. Vous n'avez qu'à regarder sur internet, on en parle très peu, ça existe, mais on en parle très peu. Il y a une couverture anormalement, tout à fait anormale, anormalement faible de ce type de phénomène, alors que ça devrait, on vous parle du climat, mais on ne vous parle pas de la féminisation des espèces, on vous parle de disparition des espèces animales, on ne vous parle pas de féminisation des espèces. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre quel est le problème posé par la féminisation des espèces. Ça dépend de quel point de vue vous passez. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre votre. Moi, je vous parle d'un position. point de vue pathologique, ça crée un problème. Oui, mais moi j'ai du mal à comprendre. Quand je m'intéresse beaucoup à cette question du masculin et féminin, mais On peut j'arrive de- interpréter quelqu'un qui est homosexuel par une difficulté qu'il a à, si vous voulez, assumer son sexe. Ah oui. Voilà. Oui, c'est Et les conditions extérieures qui sont créées, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a un certain nombre de choses comme ça, ont un effet féminisant. Je Oui. pense au pyralène, qui est 1000 fois, ou je sais pas 100 ou 1000 fois plus féminisant que des œstrogènes. des hormones aussi. Voilà, donc si vous voulez, tout ce contexte-là conduit à une féminisation excessive, une féminisation de la société sur laquelle, d'un point de vue médical, ne serait-ce que médical, on devrait être conduit à s'interroger. Or, j'observe que la question n'est absolument Oui, pas mais moi, adressée. ce qui m'intéresse, c'est quels sont les effets psychosociologiques, Je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'au niveau comportemental, au niveau du fonctionnement des sociétés, qu'est-ce qui change? On est dans une société qui est officiellement moins violente, par exemple, D'accord. moins agressive, Bon, voilà, aussi moins idéaliste. oui. Voilà, parce qu'on est moins dans, on est dans les choses qui sont plus rondes, plus féminins. Bon, d'accord. Voilà. Il y a une tendance de ce genre. Oui. Et on est aussi dans des excès liés à cet état-là. Oui. Voilà. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, Moi, mais je vous dis justement, simplement oui. qu'il y a une corrélation qui devrait être interrogée, qui ne l'est pas. Point. Oui, oui. C'est tout. Elle ne l'est pas, alors que dans une information qui serait un minimum, je dirais, objective, entre guillemets, parce que l'objectivité faudrait n'existe adresser pas, ce problème. elle devrait être effectivement adressée. Or, elle ne l'est pas. Donc, il y a un blocage idéologique quelque part, à un certain niveau, Oui. mais ce n'est pas le seul, qui vise à mettre, si vous voulez, une chape de plomb sur cette question. D'accord. Encore une fois, on ne peut pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Non, mais je